Mesdames, Messieurs, bonjour. L'AFQP, Association France Qualité et Performance en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. On parle beaucoup de l'entreprise libérée, mais libérée de qui? Libérée de quoi? C'est Isabelle Loire, en se basant sur des retours sur expérience accumulée pendant plus de 15 ans, qui va répondre à nos questions aujourd'hui, durant cette session animée par Georges-Éric Martineau. Mais passons d'abord la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote du programme Entraide. Ce web rentre dans le programme Entraide. Nous sommes à la sixième saison du programme Entraide et le web d'aujourd'hui rentre dans la catégorie l'air du temps. Alors l'air du temps, qu'est-ce que c'est? C'est un expert qui décode pour nous, explicite les grandes idées, les grands concepts qui sont dans l'air du temps, dont tout le monde entend parler, mais dont on ne sait pas toujours très bien de quoi il s'agit. Aujourd'hui, dans l'ère du temps, il est question de l'entreprise libérée. Vous avez certainement entendu parler de l'entreprise libérée. C'est effectivement une idée qui traîne dans l'air du temps depuis pas mal d'années. Le concept est apparu dans les années 80-90 aux États-Unis sous la plume de Tom Peters. Et ça a été repris en France dans les années 2008-2009 par Isa Getz et puis Brian McCartney. Ce, ce mouvement de l'entreprise libérée, enfin cette idée de l'entreprise libérée rentre dans le cadre de la libération du potentiel humain qui a été prônée à cette époque-là par tout le mouvement des psychosociaux comme McGregor, Maslow et bien d'autres que vous connaissez. Donc cette libération du potentiel humain sous l'égide des psychosociaux a été le contre-pied qui a été proposé pour lutter, reprendre le contre-pied du management directorial traditionnel qui, lui, était issu du taylorisme. Et l'entreprise libérée, le schéma de l'entreprise libérée, ça a été d'essayer d'inverser la pyramide hiérarchique et ce renversement pour que l'encadrement ne soit plus là pour exercer son autorité, mais se mette au service de tous pour libérer le potentiel humain de l'organisation et donc libérer son intelligence collective. Donc, il est question aujourd'hui dans ce webinaire sur l'entreprise libérée de faire une revue d'étape. Après quelques décennies de mise en œuvre, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Certaines organisations se sont-elles libérées, ont-elles libéré le potentiel humain, l'énergie de leur équipe? Et est-ce que ce concept, en définitive, n'est-il pas qu'une vue utopiste d'humaniste? Est-ce que ça a vraiment un ancrage concret et une vraie réalité économique? Donc, en synthèse, notre intervenante va nous dire comment l'entreprise libérée a évolué et comment elle se connecte aux, aux idées aujourd'hui qui ont évolué dans la sphère des organisations. On parle aujourd'hui beaucoup de la RSE, on parle beaucoup de la QVT et comment ça fonctionne, ceci en lien avec l'entreprise libérée. Notre intervenante aujourd'hui s'appelle Isabelle Loire. Elle est professeure et elle enseigne au master QHSE de la faculté d'Aix-Marseille Université et à Sciences Po Aix-en-Provence. Elle est également, par ailleurs, consultante. Elle accompagne les entreprises dans l'organisation managériale, elle fait du coaching et elle est également formatrice en leadership et en management participatif et communication. Elle a commencé sa carrière avant d'aider les autres. Elle a commencé sa carrière professionnelle en étant dans l'industrie du textile une responsable commerciale pendant quelques années. Ben voilà, je vous ai présenté Isabelle Loire. Isabelle, je vous passe la parole et nous vous écoutons. Merci beaucoup,
Bonjour et bienvenue à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui et puis un merci tout particulier bien sûr à la FQP et puis à Monsieur Bonneau pour l'organisation de cette conférence. Alors, comme il a déjà été dit, je m'appelle effectivement Isabelle Loire, je suis coach, consultante en entreprise et effectivement, j'accompagne les entreprises sur un chemin de transformation de leur organisation et de leurs pratiques managériales. J'accompagne des entreprises, parfois des PME d'une dizaine de salariés jusqu'à de plus grosses PME au-delà de 2000 salariés. Je suis vraiment spécialisée sur toutes les questions qui tournent autour du management et du savoir travailler ensemble. Comme il a été dit, j'interviens également à l'université, Aix-Marseille Université, au sein du Master QHSE ainsi qu'à Sciences Po. Et puis, je fais partie d'une association qui s'appelle Vision Collective, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui a pour vocation la diffusion et la pratique de l'intelligence collective. Effectivement, avant que d'être consultante, j'ai moi-même été manager et j'ai donc pu goûter toutes les joies et les difficultés que cela peut représenter que d'être manager. Et j'ai été moi également managée, ce qui m'a amené effectivement à m'intéresser au fonctionnement des entreprises dans leur sens un peu plus large. La proposition aujourd'hui de cette conférence, ce sera effectivement de faire un point d'étape sur où en est-on par rapport à l'entreprise libérée, donc et puis d'une façon un peu plus large, élargie, de repenser la façon peut-être dont nous avons de concevoir nos process tout en restant dans un cadre normé, et puis de repenser nos interactions pour retrouver le plaisir d'entreprendre ensemble. Alors, comment vais-je procéder? Bien par 3 étapes. Tout d'abord, je vais me concentrer sur le concept de l'entreprise libérée. Je pense que ça peut être intéressant de revoir un petit peu ce concept, en quoi consiste-t-il? Et puis ensuite, je vous proposerai de faire un bilan d'étape des entreprises. Alors, je suis allée au devant d'entreprises de notre région, de PME, que vous connaissez peut-être. Notamment, je vous ferai un focus particulier sur Estendon Vigneron, qui est une entreprise qui est située à Brignoles, Exhibit Group, qui, elle, propose la signalétique pour entreprises et qui est à Carrosse, à côté de Nice, et puis l'agence de communication Glanum. L'idée, ce sera de vous partager leur bilan personnel, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et puis comment eux-mêmes ont pu adapter cette théorie à leur pratique. Dans un troisième temps, je vous donnerai la parole et ce sera un temps qui sera consacré aux questions-réponses. Alors, commençons. L'entreprise libérée, eh bien déjà, l'idée se fonde, les fondateurs de l'entreprise libérée ont fondé leur concept sur un constat qu'ils ont partagé, un diagnostic partagé sur l'entreprise traditionnelle. Ils ont considéré que cette entreprise traditionnelle était devenue le règne des contraintes et de la méfiance. C'est-à-dire qu'il y avait toujours plus de contrôle, toujours plus de réglementation, de procédures, de débriefing, avec une perte de l'autonomie, une propagation des outils de la gestion comptable dans tous les services, et puis une course permanente à l'efficacité. Alors bien sûr, ça a eu des conséquences déjà sur les collaborateurs qui se sentaient un peu cantonnés à un rôle d'exécutant, déresponsabilisés, pressurisés, rendus passifs. Et puis certains pourraient même dire que cela a pu contribuer à l'augmentation de la souffrance au travail. Alors des conséquences sur les collaborateurs et des conséquences sur l'entreprise aussi, avec un certain éloignement entre les centres de décision et puis le terrain, avec une augmentation des tensions sociales, une perte de prise d'initiative, donc de créativité, puis une augmentation des coûts. L'entreprise libérée, vous voyez, elle est apparue un peu comme une recherche de solutions, avec une proposition de solutions, et plus qu'un modèle, elle a proposé une démarche avec un changement de culture. Alors, qu'est-ce que c'est précisément cette entreprise libérée? On l'a dit, elle est apparue dans les années 80 sous l'impulsion de Tom Peters et elle a été vulgarisée dans les années 2010 par Isaac Getz, qui est chercheur en organisation et professeur à l'ESCP.
Lui-même définit les entreprises libérées comme étant des entreprises dans lesquelles la majorité des salariés jouissent de la liberté et de la responsabilité complète d'entreprendre toute action considérée comme la meilleure pour l'entreprise. Vous voyez, c'est un vaste programme. Alors, ce sont des entreprises qui fondent leur management sur la confiance. Comme le dit Jean-François Zobrist, qui est l'ancien dirigeant de Favis, la confiance rapporte davantage que le contrôle. Dominique Laurent, qui est l'actuel DRH de Schneider Electric France, disait dernièrement dans une interview, en fait, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut que tout le monde soit en capacité de travailler ensemble. Il expliquait que lui-même s'entourait de personnes qu'il considérait comme étant de bons camarades. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on réunit confiance et bon état d'esprit, finalement, il y a très peu cette nécessité de contrôler les gens. Donc, l'idée, c'est véritablement de déhiérarchiser l'entreprise de façon à mettre de la confiance au profit de cette confiance qui peut être mise dans chacun des groupes de travail et chacun des services de façon à permettre à ce qu'un maximum de décisions puissent être prises par les gens qui sont au plus proche du terrain. Comme le dit également Jean-François Zobrist, parce que c'est celui qui fait, qui sait. Donc, on a beaucoup à gagner. Alors, ceci nous rapproche aussi du principe de l'entreprise libérée, qui est un principe de subsidiarité. Qu'est-ce que le principe de subsidiarité? C'est un principe qui dit que, en fait, l'autorité centrale n'est censée effectuer que des tâches que les autres échelons inférieurs n'ont pas pu effectuer. Donc, c'est vraiment cette idée que, on va répartir les tâches différemment et que ce sont vraiment les gens qui sont au plus proches du terrain qui vont pouvoir prendre les décisions parce que lorsqu'on recrute quelqu'un, on le recrute pour sa compétence. Alors, il semble un peu antinomique de chercher finalement à lui expliquer comment faire les choses puisque finalement, c'est un expert dans son domaine et que c'est pour ça qu'on l'a recruté et c'est pour ça que c'est une ressource pour mon entreprise. Donc, je n'ai qu'à lui expliquer le pourquoi et où je veux que l'entreprise aille. Et c'est à lui à s'organiser avec ses collègues sur le comment s'organiser. Alors, il y a une croyance très forte également dans ces entreprises qui sont que les salariés font du mieux qu'ils peuvent. Monsieur Bonneau l'a dit, l'entreprise libérée se fonde notamment au niveau conceptuel sur les travaux de Douglas McGregor, qui a théorisé deux grands courants de la pensée managériale. Rappelez-vous, certains d'entre vous le savent sûrement, d'un côté, la théorie X qui dit que finalement les salariés n'aiment pas travailler et que donc ils préfèrent être dirigés pour échapper aux responsabilités. Et puis, il y a la théorie Y qui dit que les salariés, en fait, aiment travailler parce qu'ils aiment se consacrer à quelque chose qui est plus grand qu'eux-mêmes. Et donc, ils recherchent des responsabilités et puis ils vont être en capacité de s'autogérer. Et puis, Douglas McGregor a également poursuivi les travaux d'Abraham Maslow sur la motivation, qui distingue effectivement, et il a distingué la motivation extrinsèque, on pourrait dire la motivation classique, qui est fondée sur cette notion de carotte et de bâton. La carotte en entreprise, eh bien, c'est le salaire, les primes, la reconnaissance institutionnelle, le statut qu'on peut avoir dans une entreprise, et puis le bâton, les réprimandes, les sanctions éventuelles. Et puis, il y a la représentation. Désolée. Et puis, il y a la motivation intrinsèque qui vient de la nature elle-même du travail et qui fait que, eh bien, par exemple, un salarié peut avoir la satisfaction du travail bien fait, la satisfaction d'avoir terminé son travail, le plaisir à travailler, tout simplement, et puis la satisfaction et l'épanouissement personnel.
Alors, vous l'aurez compris, l'entreprise traditionnelle, eh bien, elle se fonde plutôt sur cette théorie X avec cette motivation extrinsèque, alors que l'entreprise libérée, elle, est plutôt basée sur cette théorie Y avec cette motivation intrinsèque. Une étude, que se passe-t-il ? Une étude faite par Ipsos en 2016 nous montre que 91% des salariés estiment en fait que la valeur travail évoque quelque chose de positif. Ça pourrait donc nous laisser penser que la théorie Y est véritablement en place dans notre pays. Alors, l'entreprise libérée, elle a aussi un objectif spécifique, qui est que chaque individu s'accomplisse, progresse et donne le meilleur de lui-même. Vous voyez, quand on demande le lundi matin en entreprise, comment ça va aujourd'hui? Et que le collaborateur répond, ah bah tu sais, hein, comme un lundi matin. L'objectif de l'entreprise libérée, c'est plutôt qu'ils répondent, ah bah super, tu sais, aujourd'hui je vais faire ceci, cela. La semaine dernière, j'ai réussi à accomplir telle ou telle chose, à boucler tel ou tel dossier et franchement, mon client était ravi. Vous voyez, c'est un petit peu l'objectif de l'entreprise libérée. Alors, c'est évident que ça marque une réelle rupture avec l'école de Chicago et Milton Friedman, qui disait quand même que l'entreprise n'existe que pour maximiser les profits. L'idée, c'est véritablement avec l'entreprise libérée que parce qu'on va permettre aux salariés d'avoir les moyens de s'organiser, de prendre des décisions qu'ils vont juger utiles pour l'entreprise, parce qu'ils ont les moyens de satisfaire leurs propres besoins et puis de satisfaire les besoins qui sont inhérents au challenge qu'ils ont à relever, eh bien, ça va leur permettre d'être performants. Et puis, parce que ça leur permet d'être performants, c'est en fait un bénéfice secondaire qui est le bénéfice de cet objectif que chacun puisse s'épanouir. Alors bien sûr, certains détracteurs de l'entreprise libérée auront dit que l'entreprise libérée, c'est la promesse de rendre chacun des individus parfaitement et merveilleusement heureux. Je crois que l'objectif de l'entreprise libérée, il est bien plus modeste, même s'il est absolument important, parce que ça n'est pas l'objectif de toutes les entreprises que de permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Ça n'est pas non plus l'objectif de chaque entreprise de permettre à chacun de s'épanouir pleinement. Et donc, ça va nécessiter de construire des conditions qui vont permettre ça, notamment des conditions qui vont être générées par le chef d'entreprise, par le dirigeant, qui va devoir quotidiennement comprendre quels sont les besoins de ses collaborateurs, quotidiennement faire en sorte d'enlever les irritants et d'enlever les freins qui pourraient permettre à chacun des collaborateurs de donner le meilleur de lui-même. En d'autres termes, c'est une entreprise qui finalement va s'intéresser à ces conditions et finalement, ce sont les étages au-dessus qui vont se mettre au service de chacun des collaborateurs et puis on pourrait dire même des entreprises, des collaborateurs du tout. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a parlé du renversement de cette pyramide et de cette pyramide inversée. Et là, un petit peu à l'image de la pyramide du Louvre. Alors, peut-être qu'en arrière-fond, comme ça, vous pouvez entendre le bruit de l'engagement. On parle beaucoup d'engagement dans les entreprises. Certaines entreprises ont utilisé la mesure de ce taux d'engagement comme étant un indicateur de pilotage d'entreprise, au même titre que certains des indicateurs financiers qu'ils avaient l'habitude de suivre et de mesurer de façon régulière. Alors, quand on parle d'engagement, sûrement que vous avez déjà entendu parler de cette étude par l'Institut Gallup en 2017 qui a indiqué et qui a découvert que 6% des employés français se déclaraient engagés au travail. Là, c'est vrai que quand on entend ça, il y a vraiment des raisons de s'affoler. Où en est-on dans l'accomplissement, la réalisation de soi au travers du travail?
Ça n'est pas forcément l'image qu'on peut avoir de l'entreprise. Ça n'est pas l'image et le ressenti qu'on peut avoir nous-mêmes quand on est dans les entreprises. Et c'est d'ailleurs la question et la remarque que s'est faite l'Institut de sondage BVA, et comme ils ont été très surpris par ces indications, par cet indicateur de 6%, ils ont cherché à faire eux-mêmes des études, et ils se sont rendus compte, suite à leur étude, que 87% des employés français se déclaraient engagés au travail. Vous voyez, entre 6% et 87%, on pourrait dire qu'il y a comme une certaine différence. L'Institut BVA a expliqué qu'en fait, Gallup s'était plutôt concentré sur les conditions de qualité de vie au travail et donc avait mesuré de façon indirecte l'engagement des collaborateurs, alors qu'eux-mêmes se sont adressés directement aux employés en leur demandant quel était leur ressenti et comment eux-mêmes se sentaient engagés dans leur entreprise. Et ils sont d'ailleurs allés plus loin puisqu'ils disent que même 26% des collaborateurs se sentent très engagés. Ils se sont également tournés auprès des chefs d'entreprise et la proportion, vous voyez, des dirigeants qui affirment que leurs collaborateurs ont un bon niveau d'engagement dans l'entreprise, eh bien 88% des dirigeants français sont satisfaits du taux d'engagement de leurs collaborateurs. Donc, bien évidemment, le différentiel de ces chiffres montre des réalités qui sont très différentes. Alors, quid de la réalité? Je pense qu'il faut aller voir dans chacune des entreprises. En tout cas, on peut penser que le taux d'engagement n'est pas le seul indicateur qui puisse pousser les entreprises sur ce chemin d'autonomisation de leurs collaborateurs. Quoi qu'il en soit, de nombreuses entreprises ont suivi ce chemin et parmi elles, on cite généralement l'entreprise Favi qui a été dirigée par Jean-François Zobrist et Chronoflex également. On connaît aussi l'engagement de Michelin, de Decathlon, de Leroy Merlin et on sait que Pôle emploi également est en chemin. Alors ceci, ce sont de grandes entreprises que l'on connaît. Et là, l'idée, ce serait peut-être aussi de faire un point d'étape après cette décennie de mise en pratique et puis de regarder un petit peu comment ça se passe dans nos régions, dans notre région, dans le quart sud-est de la France, et puis comment ça se passe au niveau des PME. Donc, je vais vous proposer de vous partager un petit peu ce bilan personnel que m'ont fait d'une façon générale les entreprises que j'accompagne et d'une façon plus particulière ces 3 entreprises qu'on pourrait qualifier comme étant déjà d'entreprises libérées. Alors, quand nous avons discuté ensemble, eh bien, de quoi avons-nous parlé? Et surtout, lorsque j'ai souhaité leur parler de bilan, eh bien, tout de suite, ils m'ont parlé du nom d'entreprise libérée, en me disant, eh bien, qu'en fait, ils avaient plutôt tendance à éviter de se nommer eux-mêmes comme entreprise libérée. Alors, on verra 3 raisons pour ça. Et voilà, je souhaite quand même attirer votre attention sur ce point-là, ce qui peut aussi expliquer pourquoi on trouve peu finalement d'études sur la libération. On n'a pas de statistiques ou de chiffres sur finalement à quel point est-ce que ce concept s'est installé dans nos entreprises françaises et quel est leur bilan chiffré. Ensuite, ils m'ont parlé des femmes et des hommes qui œuvrent dans leurs entreprises. C'est vrai qu'une entreprise libérée, elle remet au cœur de ses préoccupations l'homme, le potentiel humain. Ils m'ont donc parlé de ces personnes. On en a parlé de différentes façons, notamment concernant le management, comment finalement s'organise le management dans une entreprise. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire que l'organisation d'une entreprise libérée? Donc, vous voyez, ce sera notre 3e point, notre 3e focus. Alors déjà, le nom, l'entreprise libérée. Alors déjà, on l'a déjà dit, ce n'est pas un modèle. Alors, c'est tellement pas un modèle que chaque dirigeant a un peu la sensation d'avoir créé son propre modèle, sa propre façon particulière et singulière de diriger sa propre entreprise. Ce qui fait que l'entreprise libérée, c'est plus une source d'inspiration, un partage de valeurs, un partage d'outils, que plutôt un nom dans lequel je me reconnais et que je vais éventuellement revendiquer. Donc, pas de label, comme on pourrait avoir un label bio, et pas de revendication de ce nom-là.
Ensuite, libérer. Libérer, délivrer, mais libérer, collectivement, ils m'ont dit, et individuellement, ils m'ont dit, mais libérer de qui? Libérer de quoi? Qui a besoin d'être libéré? Est-ce que ce sont les malheureux salariés du joug de leur épouvantable patron? Bon, ça n'avait pas l'air de faire sens, cette histoire-là. Et puis, libérer, délivrer, mais in fine, même libérer mon organisation, mon entreprise, eh bien, c'est toujours moi le dirigeant. Alors, ils n'ont pas été débarrassés de moi, en tout cas. Donc, alors on pourrait parler de, bien sûr, la libération des potentiels, on pourrait parler de la libération de l'énergie. Monsieur Gates parle de liberté de responsabilité. Non, ça n'avait pas l'air de leur parler véritablement. Eux préfèrent dire qu'ils ont une entreprise autonomisante, responsabilisante. Ils ont préféré me parler d'innovation managériale, de management innovant ou bien encore de management des idées. Vous voyez d'autres terminologies qui finalement leur semblent plus proches de la réalité, de leur réalité quotidienne. Alors bien sûr, dans un souci de praticité, je vais continuer à parler moi-même d'entreprises libérées dans cette conférence. En même temps, vous l'aurez compris, ça n'est pas le mot qu'eux-mêmes utilisent. Ensuite, libérer, eh bien, l'utilisation de cet adjectif nous mène à penser que finalement, c'est un état. Ça désigne un état, c'est, vous voyez, un petit peu comme là, c'est le bout du chemin. Ça y est, on a atteint le Graal, on est au bout du chemin, c'est fait, c'est fini, quoi. Donne sur ma liste des choses à faire. Eh bien finalement, c'est pas du tout comme ça non plus que les dirigeants vivent leur entreprise, parce qu'ils ont la sensation que sur le chemin, ils y sont toujours. 10 ans après, ils continuent à le co-construire avec leurs collaborateurs. Et donc, c'est jamais fini, c'est toujours en construction. Et donc, encore une fois, ça ne leur parle pas vraiment. Alors, ceci va nous amener à parler de ces hommes et de ces femmes qui constituent l'entreprise et qui œuvrent dans cette entreprise. J'aime bien cette image. Qu'est-ce qui est le plus important? Demanda Grand Panda, le voyage ou la destination? Et le petit dragon qui répond, la compagnie. Parce que c'est vrai que dans les entreprises libérées, quand même, on fait un grand focus sur nos collaborateurs. Alors, quand on a parlé collaborateurs, eh bien, ça nous a amené à parler management, ça nous a amené à parler QVT. Donc, effectivement, est-ce que finalement la promesse de bonheur est atteinte? Et puis, ça nous a amené à parler recrutement. Alors, on y va, on commence management. Oui, parce que finalement, une entreprise libérée, ça n'est pas une entreprise sans management. Et ils me l'ont dit de façon très claire, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui incarne et qui exerce le leadership. Alors, ça peut être un leadership aménagé, adapté, ajusté, ça peut même être un leadership tournant en fonction des compétences qui sont nécessaires dans tel ou tel projet. Et on parlera d'ailleurs de leadership de compétences. En tout cas, quand dans une équipe ça dysfonctionne, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse trancher, qui puisse décider, et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait l'autorité et la légitimité pour ça. Donc, il faut bien qu'il y ait du leadership. Et puis, quand on est en train de parler stratégie d'entreprise, décision qui va engager l'intégralité de l'entreprise, on peut faire un forum ouvert pour échanger les idées, pour discuter de qu'est-ce que ça veut dire pour chacun des membres de l'entreprise, également pour construire un parler commun. En tout cas, quand il s'agit de prendre la décision, c'est bien souvent vers le dirigeant qu'on se tourne parce que c'est lui qui va avoir la vision la plus large et la plus globale de l'entreprise. D'ailleurs, certains dirigeants me l'ont dit. Lorsqu'il s'agit de relations, là, on est sur un management, on pourrait dire, horizontal et une organisation horizontale. Par contre, lorsqu'il s'agit de stratégie et de vision, eh bien là, c'est l'affaire de la direction et tout le monde n'a pas son mot à dire. Donc, le leadership, il est extrêmement important.
Et puis, une entreprise libérée, ça n'est pas une entreprise sans management, parce que la plupart des entreprises libérées sont organisées autour d'équipes, qu'on appelle des pôles, qu'on appelle des cercles, qu'on appelle des noyaux. En tout cas, ce sont des équipes de projet et il faut bien des responsables d'équipe, des interlocuteurs privilégiés et puis des gens qui vont faciliter la dite équipe. Alors, qui dit responsable d'équipe ne dit pas supérieur hiérarchique. Et donc, un manager dans une entreprise libérée, ça n'est pas un manager au sens de l'entreprise classique et traditionnelle. Dans une entreprise classique et traditionnelle, le manager exerce l'autorité que la direction lui a confiée et il va fixer des résultats à atteindre à ses équipes et il va sanctionner le cas échéant si jamais l'équipe ou l'individu n'est pas aux attendus. Et puis, lorsqu'il y a un problème qui est rencontré par l'équipe ou un individu dans son équipe, il va remonter la difficulté à la direction qui va trouver la solution et il va redescendre cette solution en consigne par rapport à l'équipe. On parle d'ailleurs de manager POC. Un manager POC, c'est un manager qui va prévoir l'activité, qui va l'organiser dans son équipe, qui va commander, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et qui va contrôler. Généralement, ça n'est plus quelqu'un qui a une activité opérationnelle de production, commerciale ou autre au sein de l'entreprise, c'est plus quelqu'un qui va coordonner le travail de son équipe. On pourra d'ailleurs appeler ce manager une sorte de chef d'orchestre qui va mettre en musique chacun de ses collaborateurs. C'est différent dans une entreprise libérée. Dans une entreprise libérée, le manager, eh bien finalement, c'est un collaborateur comme un autre. C'est-à-dire qu'il exerce une activité au sein de l'entreprise, une activité opérationnelle de production ou commerciale, et il va avoir donc cette utilité-là au sein de l'entreprise. En plus de son activité de production opérationnelle, eh bien, il peut être manager. Et parfois même, il est coopté par son équipe. Et son rôle sera vraiment de faciliter le travail de l'équipe. Alors effectivement, il peut être coopté par l'équipe. Et c'est là où le bas peut blesser. Et c'est là où ça peut représenter une difficulté dans l'entreprise libérée. Pourquoi ? Eh bien, les dirigeants me l'ont dit, ce n'est pas parce que le manager a été coopté par l'équipe qu'il est compétent. Et non, il n'est pas forcément compétent en facilitation d'équipe. Il n'est pas forcément compétent en gestion de conflits, ni en médiation. Et donc, ni en capacité de synthèse, ni en capacité pour prendre des décisions qui vont engager toute l'équipe. Et donc, ça va demander un travail d'accompagnement beaucoup plus précis de la part de l'entreprise et de l'organisation. Quand on parle d'accompagnement, on parle d'un suivi régulier. On parle également d'un véritable travail de formation, de formation en communication, parce qu'il faut savoir dire les choses. Et parfois, on dit des choses qui sont pas forcément sympathiques. Donc, comment on gère les conflits également, comment on est médiateur dans l'équipe, comment on enlève les irritants, comment on questionne son équipe également pour connaître leurs besoins, savoir comment être à leur service. Eh bien, tout ça s'apprend. Et puis, ça demande un véritable également travail d'accompagnement de chaque individu et de chaque manager, parce que les managers s'ils ont été cooptés, ils n'étaient pas forcément demandeurs de cette cooptation. Alors bien sûr, ils ont la possibilité de refuser cette nomination, et en même temps, parfois certains n'ont pas véritablement conscientisé toutes les conséquences que cet engagement ou cette implication peut avoir. Et quand je parle de conséquences, c'est bien sûr en termes de charge de travail, mais c'est aussi en termes de charge mentale et en charge émotionnelle. Parce que prendre une décision qui engage une équipe ou bien gérer des conflits, ça peut véritablement s'avérer comme étant quelque chose de difficile. Donc, vous voyez, ça n'est pas si simple et finalement, au niveau management, ça n'est pas facile. Alors tout ceci va nous amener bien sûr à parler de QVT, de qualité de vie au travail. Et bien sûr, on a souvent associé l'entreprise libérée avec une sorte de
promesse de bonheur, et on a pu ridiculiser certaines entreprises qui mettaient à disposition un baby-foot, ou bien qui installaient des salles de relaxation, ou bien qui proposaient des cours de yoga. Alors, très honnêtement, personnellement, moi je pense que disposer d'un environnement de qualité, d'un environnement de travail agréable, confortable, eh bien, ça peut améliorer nettement mon temps de travail et la qualité de la façon dont je vais vivre mon travail. Et puis, ça peut augmenter effectivement mon assiduité, même le temps que je vais passer au travail, et puis ça peut améliorer ma qualité de concentration. Donc, tout ça ne nuit en rien à la performance, voire même des mesures ont été faites comme quoi ça peut même l'améliorer. Mais l'entreprise libérée, soyons très honnêtes, ça n'est pas véritablement de ça dont elle parle. Elle parle véritablement de comment faire en sorte que chaque salarié puisse s'accomplir, se réaliser et qu'ils deviennent le patron de leur fonction. Patron de leur fonction, ça veut dire qu'ils vont prendre des initiatives, c'est-à-dire qu'ils vont même créer leur propre poste, créer des interactions avec d'autres collaborateurs qui sont dans d'autres services, dans d'autres cercles, dans d'autres groupes projets, de façon à faire avancer leur propre mission. Alors, justement, c'est vraiment intéressant parce que, vous voyez, être patron, prendre des initiatives, c'est intéressant, mais ça, c'est pas justement une caractéristique qui concerne surtout les gens qui sont proactifs. Or, Isaac Getz identifie, évalue à peu près à entre 9 et 13% la population qui serait proactive dans nos entreprises. Alors, eh bien, c'est super. La proposition de l'entreprise libérée, c'est justement d'enlever les irritants et de permettre à ces gens qui n'attendent que ça, que de prendre des initiatives, de pouvoir les prendre. Donc, génial, on va enlever les irritants et on va permettre aux gens qui sont proactifs, eh bien, de se réaliser et de prendre des initiatives. Fabuleux. Et les initiatives vont pouvoir en prendre, enthousiastes, ils vont pouvoir l'être et ils vont pouvoir, comme ça, mener de front, s'investir dans plusieurs rôles, dans plusieurs projets, mener des projets personnels et des projets professionnels qui sont soutenus par l'entreprise avec, et vous l'entendez déjà sûrement, le risque, bien évidemment, du burn-out. Et certains dirigeants me l'ont dit, ils m'ont dit, effectivement, nous, on a parfois tendance à calmer un peu l'enthousiasme de nos équipes ou de certains des individus de notre équipe et à leur rappeler régulièrement que le week-end, c'est fait pour se reposer. Et donc, pensez à débrancher, n'envoyez pas de mails et eux-mêmes font attention à ne pas répondre à des mails qu'on aurait pu leur envoyer le week-end. Vous voyez, de façon à prendre soin effectivement de leurs collaborateurs et faire en sorte que la vie, c'est pas un sprint, hein, la vie d'entreprise, c'est plutôt un marathon. Donc, comment je prends soin de mes collaborateurs pour qu'effectivement ils relèvent des challenges, mais qu'effectivement, ils soient également en mesure de relever celui d'après sans être complètement éreintés par l'expérience qu'ils viennent de vivre. Et puis, remettons les choses dans leur contexte, 10%, ça n'est toujours que 10%. Hein. Ça veut dire que 90% de nos collaborateurs ne sont pas du tout proactifs. Ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas du tout envie de prendre des initiatives et que devenir patron de leur fonction, ça n'est peut-être pas la priorité. En tout cas, ça n'est pas la leur. Et certains patrons me l'ont dit, eh bien, la libération, libérer les énergies, enlever les irritants et les freins, eh bien, parfois, l'identification du frein par le collaborateur n'est pas le même frein que moi-même j'avais identifié. Et donc, c'est comment est-ce que j'arrive moi-même, finalement, à être véritablement au service de mes équipes. Isaac Getz, d'ailleurs, dit, tous les matins, il n'y a que 2 questions que vous devez poser à vos collaborateurs. Première question, c'est de quoi avez-vous besoin pour donner le meilleur de vous-même? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous empêche de donner le meilleur de vous-même? Et en même temps, certains patrons me l'ont dit, eh bien, nous avons des antennes qui sont dans différentes régions, nous avons des services avec des fonctions différentes, et parfois, dans une unité de production, certains collaborateurs ont refusé d'enlever la pointeuse qu'ils utilisaient chaque matin et chaque soir. Donc,
Eh bien, vous voyez, le bonheur, si je veux, mais de quoi parlons-nous? Et mieux vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est très différent finalement pour chacun d'entre nous. Et les dirigeants me l'ont dit. La question que moi-même je me suis posée, c'est est-ce que finalement je suis en train d'essayer de libérer mon entreprise pour satisfaire mon ego en disant, vous savez quoi, moi je suis à la tête d'une entreprise libérée, ou bien est-ce que véritablement j'ai cette démarche humaniste qui est de permettre à chacun des collaborateurs de s'épanouir. Et puis l'épanouissement, ça veut dire quelque chose de complètement différent pour chacun de mes collaborateurs. 90% ne sont pas du tout proactifs. Et donc, je vais individualiser ce management et faire en sorte que chacun soit à sa place de la façon qu'il l'entend et qu'il puisse s'épanouir, quelle que soit sa propre définition de l'épanouissement. Alors, vous voyez, il y a une étude qui montre que 79% des salariés français ne souhaitent pas devenir manager. Ça, c'est une étude de l'OCDE en 2017, pardon. Alors que ces mêmes personnes, eh bien, cette même étude montre que 88% des salariés se déclarent engagés dans leur travail. Voilà une des limites qu'on pourrait trouver finalement à la libération et en même temps, n'est-ce pas la définition même de l'entreprise libérée, cette individualisation. Ceci nous amène bien sûr à parler recrutement. Alors, les dirigeants me l'ont dit, bien finalement, le recrutement est beaucoup plus simple une fois qu'on a défini qu'on avait adopté ce mode d'organisation d'entreprise, parce qu'à ce moment-là, on n'a qu'à se concentrer lors du recrutement à la fois sur la compétence de la personne et en même temps sur sa recherche d'autonomie. Et du coup, ça va beaucoup plus vite parce que quand on a une équipe qui est composée de gens compétents et de gens autonomes, proactifs, eh bien, ça rend des équipes extrêmement efficaces. Parce que intégrer une entreprise libérée peut s'avérer un peu compliqué ou un peu déstabilisant pour un nouvel entrant qui n'a pas l'habitude de ce mode de fonctionnement. Parce que dans une entreprise classique, on va vous donner bien finalement une fiche de poste à laquelle vous allez devoir vous conformer, alors que dans une entreprise libérée, il va falloir créer votre propre poste, aller chercher votre périmètre d'action et de responsabilité, lier vous-même des liens avec les autres services, chercher comment vous allez pouvoir vous rendre utile pour l'organisation, ce qui est tout à fait une autre démarche. Alors, si on continue, maintenant troisième point dont on a parlé avec ces entreprises libérées, eh bien c'est cette organisation. Est-ce que finalement inverser cette pyramide, c'est vraiment utile et c'est vraiment efficace? Alors, effectivement, une entreprise libérée, ça n'est pas une entreprise libérée de tout contrôle, de tout cadre et de toute méthode. D'ailleurs, ils me l'ont dit, il faut bien finalement écrire nous aussi nos process. Eux aussi sont certifiés, normés et l'entreprise, par exemple Estendon, assure une traçabilité et une qualité de production qui est certifiée International Food Standard au niveau supérieur depuis 2009. Elle est ISO 26000 également. Donc, vous voyez, ce sont des entreprises comme les autres, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui suivent des process et qui demandent des certifications. Simplement, leur organisation est différente. Alors, comment est-elle différente? Eh bien, tout simplement, quand on parle d'entreprise autonomisante, quand on parle d'autonomie, c'est-à-dire qu'on permet aux collaborateurs de disposer du pouvoir de décider eux-mêmes sans avoir à demander l'autorisation. Alors, bien sûr, ça veut dire que ces collaborateurs, il faut les mettre dans des conditions où ils vont pouvoir avoir tous les éléments pour prendre les décisions les plus éclairées et les plus justes possibles pour l'organisation. Ça veut dire qu'ils vont avoir une conscience très forte et ils vont avoir intégré les valeurs et les règles de fonctionnement de l'entreprise. Ça nécessite bien sûr que ces valeurs et ces règles de fonctionnement aient été bien exprimées par l'entreprise pour qu'elles soient explicites un maximum, pour qu'elles puissent être intégrées par leurs collaborateurs et puis également pour qu'elles soient acceptées par les collaborateurs, il vaut encore mieux qu'elles aient été co-construites et co-décidées avec eux. Ensuite, quand on parle d'entreprise libérée, on parle aussi de l'erreur. Alors, je vois qu'il est midi 20, donc
J'accélère un tout petit peu pour laisser un temps sur les questions-réponses. Donc, au niveau organisation, bien évidemment, vu qu'on parle d'erreurs, parce que l'intelligence collective, c'est permettre aux autres d'avoir les bonnes idées que je n'aurais pas eu moi-même. Et bien évidemment, c'est donner la possibilité à ce que les autres commettent des erreurs que je n'aurais pas commises moi-même. Et bien, pour leur permettre d'avoir ces erreurs qu'on considère comme étant indispensables sur un chemin d'apprentissage, parce que faire une erreur, c'est apprendre, mais faire une erreur et remettre en question le futur de l'entreprise, ça, c'est pas question. Et donc, ça veut dire qu'on va suffisamment connaître son collaborateur pour pouvoir définir de façon très précise un périmètre de responsabilité et un périmètre dans l'autonomie, périmètre qui va permettre à la personne de commettre une erreur sans remettre complètement en question la survie de l'entreprise. Et toujours, le collaborateur aura à l'esprit la décision que je suis en train de prendre, finalement, quelles pourraient être les conséquences négatives sur les autres services. Et ça nécessite bien évidemment de comprendre de façon très précise quelle est l'utilité de chacun dans l'organisation, qui dois-je informer de ma prise de décision, qui dois-je solliciter pour co-construire la décision, parce que c'est une partie prenante importante dans ce projet. Ça nous parle aussi, bien évidemment, de ce tissu relationnel dont nous parlent bien évidemment tous les dirigeants de l'entreprise libérée, qui fait que tissu qu'ils vont chercher même en consistant à ne jamais rompre, et raison pour laquelle ils vont avoir tendance à subdiviser à nouveau leur entreprise par groupe de 20 maximum, m'ont-ils dit. Je sais que certaines entreprises font des unités de 40 salariés, mais dans les PME que j'ai rencontrées, c'est plutôt des équipes de 20 pour garder un tissu relationnel très fort, un sentiment d'appartenance très fort et une très bonne connaissance des uns et des autres, de leurs compétences et de leurs limites également. Alors, les résultats, eh bien, il n'y a pas de chiffres véritablement et j'en suis absolument déçue et désolée. Alors, déçue, oui, et en même temps, je pense que c'est le propre du concept de l'entreprise libérée. Vous voyez, bien sûr, on pourrait dire qu'il y a une augmentation de la performance, de l'agilité et de l'engagement, vous l'aurez compris, une baisse des risques parce qu'on partage les décisions, du turnover et de l'absentéisme. Moi, je préfère aussi vous partager un peu ce que m'ont dit les chefs d'entreprise. Eh bien, tout simplement, les chefs d'entreprise, aucun d'entre eux ne ferait marche arrière. Aucun d'entre eux n'ont remis en question ce chemin qu'ils ont emprunté il y a quelques années. Un chef d'entreprise m'a dit, eh bien, avec tout ce qui s'est passé, Isabelle, l'année dernière, c'est-à-dire le Covid, mais également nous avons souffert d'une attaque par au niveau de notre site, eh bien, et de notre mode de fonctionner digital, voilà, par un hacker, je cherchais le mot. Normalement, j'aurais dû souffrir d'un vieillissement anticipé d'une dizaine d'années et je suis plutôt content d'avoir pu observer à quel point mon entreprise a été résiliente, à quel point les collaborateurs ont su fonctionner en mode dégradé et trouver un mode de fonctionnement à nouveau, de rétablir ce mode de fonctionnement. Donc, vous voyez, les dirigeants, pour rien au monde, ne changeraient ce chemin, même s'ils considèrent que c'est un chemin exigeant, qu'ils ont eu l'opportunité à maintes et maintes reprises de se remettre en question, mais c'est un chemin dans lequel on grandit, dont on ressort enrichi et oui, grandi, enrichi et beaucoup plus mûr, soi-même en tant que dirigeant et également les collaborateurs. Alors, on sait qu'il y a certaines entreprises libérées qui ont fait marche arrière du fait du départ de leurs dirigeants, soit parce qu'ils partaient à la retraite, soit parce qu'ils étaient appelés sur de nouvelles aventures et que tous les dirigeants ne se reconnaissent pas dans ce mode de fonctionnement. Vous voyez, il y a certains collaborateurs qui vont être plus à l'aise dans ce mode de fonctionnement, mais il y a également des dirigeants qui seront plus à l'aise. Donc, tout dépend aussi du dirigeant. Alors, si on élargit un petit peu au contexte d'aujourd'hui, eh bien, on peut se rendre compte que la digitalisation, nos outils digitaux qui sont de plus en plus à l'honneur et utilisés par nos collaborateurs vont plutôt avoir tendance à mettre en œuvre en fait les concepts de l'entreprise libérée, c'est-à-dire un accès à l'information, une transparence à l'information, c'est-à-dire la création de communautés autour de projets, autour d'intérêts, une reconnaissance de pairs plutôt qu'une reconnaissance institutionnelle, et puis une innovation parce qu'on va pouvoir s'inspirer les uns les autres.
Ensuite, on connaît la loi Pacte qui a intronisé l'entreprise à mission. On connaît la norme ISO 26000 qui nous parle beaucoup de RSE. Et puis, on sait qu'on a de plus en plus de jeunes dans nos entreprises, cette génération Y et cette génération Z, qui ne comprend pas bien ce concept de contrainte, qui a envie de s'éclater aujourd'hui dans les entreprises sans jurer fidélité. Et donc, il va bien falloir fidéliser. Si je repars sur Isaac Getz, qui quand même a été la personne qui a vulgarisé l'entreprise libérée, aujourd'hui, Isaac Getz nous propose un nouveau concept qui est l'entreprise altruiste et qui nous dit que finalement, plusieurs entreprises ont déjà considéré que œuvrer dans le champ finalement de la responsabilité sociale et créer de la valeur sociale va permettre de générer de la valeur économique. Alors juste une dernière slide pour vous rappeler ces livres à ne pas oublier. L'entreprise libérée de Tom Peters et puis Liberté et compagnie d'Isaac Getz et Brian McCartney. Et puis bien sûr, l'entreprise libérée de Jean-François Zobrist. Je vous remercie pour votre attention et désolée d'avoir grignoté sur votre temps de parole. Je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Madame Loire. Merci de votre intervention très brillante et ça donne envie de se libérer justement. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de questions sur la posture du manager et notamment certaines de Denis Rabault ou Guillaume Durand. Comme par exemple, pensez-vous que la notion de servant leadership peut être un moyen de contribuer à l'entreprise libérée? Que pensez-vous de la posture de manager versus la posture de leader, laquelle devrait être privilégiée dans le cadre de l'entreprise libérée? Oui, on parle beaucoup du concept de servant leader, effectivement, et c'est celle qu'on utilise effectivement dans les entreprises libérées. Alors, si on reprend les termes, si le leader, c'est quelqu'un qui va conduire ses équipes sur un chemin qui va mener à l'atteinte des objectifs, eh bien, effectivement, c'est plutôt cette posture de leader. On parle également de manager coach. Aujourd'hui, c'est le manager qui va poser des questions pour connaître finalement les besoins de son collaborateur. Moi, je crois que les deux questions d'Isaac Getz qui sont de quoi as-tu besoin pour donner le meilleur de toi-même et qu'est-ce qui t'évite de donner le meilleur de toi-même, c'est la juste posture. On parle beaucoup de la posture effectivement du dirigeant avec ce travail sur l'ego et les raisons pour lesquelles je suis à la tête de cette entreprise. Est-ce que je suis au service de mes collaborateurs et au service de quelque chose qui est plus grand que moi? Et on va parler du coup de cette raison d'être de l'entreprise, ou est-ce que je suis là très à la recherche de ces signes extérieurs et de ce statut qui montre que c'est moi le boss. Donc, des questions qui font qu'on va re-questionner en permanence nos pratiques et nos attitudes, nos postures. C'est en ça où finalement ça peut être fatigant pour un dirigeant et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle eh bien, c'est un chemin difficile et qu'il faut avoir cette conviction profonde qu'on est au service de quelque chose, ce qui n'est pas forcément dans la tête de chacun. Oui, merci. Et peut-être aussi que la posture du collaborateur doit être réfléchie dans le sens où vous avez dit que ce n'était pas parce qu'un manager est coopté par ses collaborateurs qu'il est forcément compétent face au challenge du manager. Quels sont les critères, d'après vous, selon lesquels les collaborateurs peuvent coopter un manager? Alors souvent, ils les cooptent en fonction de leurs compétences, soit leurs compétences techniques, soit leurs compétences relationnelles. Moi, je suis assez convaincue par ce que dit Dominique Laurent, le DRH de Schneider Electric France, c'est-à-dire finalement un manager se doit aussi être un bon camarade. Et je trouve que ça, c'est un bon critère, quelqu'un avec qui j'aurai plaisir à travailler et avec qui je sais que je pourrais parler sans entrave et à qui je pourrais tout dire sans avoir peur de jugement, de remontrance, de sanctions, quelles qu'elles soient. Et quelqu'un qui soit aussi dans une recherche de solutions plutôt que dans une recherche de jugement. Et alors même si il est toujours important de comprendre les causes, rechercher la solution peut être s'avérer tout aussi important.
Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent. On arrive pratiquement à la fin. J'espère qu'on aura le temps de toutes les aborder. Concrètement, comment maîtriser le risque quand on passe progressivement d'un management d'équipe un peu directif à un management où on laisse place à l'initiative et donc à l'erreur? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, l'idée, ça n'est pas la révolution, hein, parce que la révolution, c'est tout casser. Et puis après, il y a un temps quand même de chaos. Et vous l'aurez compris, l'entreprise libérée, ça n'est pas le chaos, surtout quand on est dans une entreprise, effectivement, qui correspond à des normes et où il faut y avoir des process. Donc, l'idée, c'est de sécuriser l'entreprise tout en sortant de cette hiérarchie. Donc, si on parle d'étapes, je dirais que ça vient souvent de la conviction d'un dirigeant qui va commencer à lire, se former lui-même, et puis qui va petit à petit contaminer bien son équipe de direction, le codir, et puis qui va leur proposer de se former eux-mêmes. Et puis, on va pouvoir commencer à en parler. Et c'est vraiment le concept du thé. Donc, ça va par l'infusion et c'est pas le percolateur avec le café, hein. L'idée, ça va être d'en parler tout doucement et d'acculturer un petit peu son entreprise, puisqu'on dit que c'est un changement de culture, donc ça prend du temps et il faut être extrêmement patient. Et puis de commencer par une équipe de gens qui vont être convaincus par ça et de les mettre ensemble, de leur permettre justement d'avoir ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire d'avoir des réussites rapides. Ils vont pouvoir ainsi montrer aux autres que c'est possible. Et puis, quand il va y avoir des difficultés, ils seront tellement convaincus qu'ils vont chercher à comment passer en pratique et comment adapter les théories à leur pratique, leur contexte professionnel. Donc, je dirais qu'on y va progressivement, petit à petit, en valorisant soi-même en tant que dirigeant, les gens qui prennent des initiatives, en montrant justement qu'on ne sanctionne pas l'erreur et qu'au contraire, on encourage l'initiative. Et puis surtout, avec une vision qui va être cette fois-ci à long terme et en montrant que, eh bien, ça n'est pas la dernière lubie du mois et que le mois prochain, on ne sera pas passé à autre chose, mais que c'est plutôt quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. J'avais juste envie de répondre à une question de Sophie Tariga, je peux me permettre? Ah, mais je vous en prie. Voilà, parce que je me suis mis aussi. Donc là, j'ai des responsables qui ont souhaité modifier leur management, tout âge. Alors, moi, j'ai rencontré des gens qui ont 65 ans aujourd'hui et qui m'ont dit qu'à un moment donné de leur vie, eh bien, ils avaient perdu de l'intérêt dans leur entreprise et dans leur métier, qui avait plus de sens, qu'ils y retournaient tous les jours sans savoir pourquoi, et que donc ils ont cherché ils ont cherché des solutions pour retrouver l'énergie et le sens. Et puis les jeunes dirigeants d'entreprise qui ont parfois ils n'ont jamais connu autre chose. Par exemple, lorsque je parle de l'entreprise Glanum, le dirigeant m'a dit, en fait, moi, quand j'ai construit mon entreprise, je me suis dit, ça va, je vais pas avoir quand même un collaborateur qui va venir tous les jours me dire, et qu'est-ce que je fais maintenant? Et qu'est-ce que je fais après? Et j'ai fini. Il m'a dit, quand même, j'ai besoin de quelqu'un qui sache ce qu'il fait et où il va. Je lui dis l'objectif et puis on y va ensemble et puis on co-construit. Donc, il a dit, j'ai découvert le concept de l'entreprise libérée 5 ans après l'avoir mis en place. Donc, de la même manière, on peut avoir Michel et Augustin qui fonctionnent complètement en entreprise libérée et quand on leur dit « Ah bon, vous fonctionnez en entreprise libérée ?» ils vous disent « C'est quoi ce concept? De quoi me parlez-vous » et je pense donc qu'en fait, les jeunes managers et les jeunes dirigeants construisent comme ça déjà leur entreprise parce que justement, la contrainte, les procédures, oui, si ça a du sens, oui, si c'est aidant, mais la procédure pour la procédure, sûrement pas. Alors, il y avait une autre question, on va encore en passer une ou deux. Est-ce que les modalités de l'entreprise libérée ont fait disparaître la notion ou modifié l'entretien annuel d'évaluation? Excusez-moi, j'étais en train de lire Alors, le conversé de Denis Rabault. Il n'y a pas de souci pour prendre contact avec moi, bien évidemment, et pour en discuter plus parce qu'il dit qu'il va devoir partir. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à rentrer en contact avec moi. Je suis absolument disponible. Je ne sais pas si je peux donner mes coordonnées. Elles seront fournies dans tous les cas. Voilà. Oui, la question, c'était est-ce que le modèle change les relations avec les collaborateurs, notamment lors de l'entretien annuel, ou est-ce que ça a fait disparaître carrément l'entretien annuel? Oui, c'est vraiment intéressant cette question de l'entretien annuel parce que c'est souvent la question que se posent finalement les managers. Ils me disent, mais annuel, c'est loin, c'est long,
c'est tard. Et puis, puisque justement l'entretien annuel doit être aussi une opportunité de permettre aux collaborateurs de conscientiser finalement du chemin qu'ils ont parcouru, des compétences qu'ils ont développées dans l'année, de façon à pouvoir construire de nouveaux challenges et savoir comment ils souhaiteraient progresser. Pourquoi finalement ne pas faire un entretien biannuel? Et puis certains même disent oui, biannuel pour se poser, avoir 1 heure de discussion avec chacun de mes collaborateurs. Et puis très régulièrement, de toute façon, on va faire, certains collaborateurs le disent, enfin quand on est dans des équipes de dev, par exemple, c'est tous les matins, on fait un daily, 1/4 d'heure avec collectif. 1 fois par semaine, c'est le soir, on prend 1/4 d'heure pour discuter de OK, comment ça se passe en ce moment, et on fait des points beaucoup plus réguliers. Et effectivement, cet entretien annuel peut être fractionné en rendez-vous beaucoup plus courts et beaucoup plus réguliers, de façon à être beaucoup plus constructif lorsqu'il a lieu 1 fois par an. Alors, une petite dernière pour finir. Si je souhaite voilà, libérer mon entreprise, comment je fais, comment je peux m'y prendre déjà pour démarrer? Pour démarrer, déjà, je convainc mon équipe de direction, et puis je leur offre l'un des livres que j'ai cités, et puis je leur partage sûrement aussi ma conviction profonde et les raisons qui m'amènent à avoir envie d'aller sur ce chemin et de l'emprunter. Parce que, on le sait, rien n'est possible sans la conviction du dirigeant, qui va avoir une sorte de foi, une sorte de conviction dans le fait que c'est peut-être le seul chemin possible pour son entreprise, et que c'est à ça, en tout cas, qu'il a envie que ressemble son entreprise dans les jours et les années à venir. Surtout que, très honnêtement, au vu des contextes actuels, c'est vrai que cette agilité qui est développée par l'entreprise libérée, elle constitue quand même un élément essentiel dans la survie de nos organisations. Merci beaucoup. On aimerait bien poursuivre encore les échanges, mais voilà, le cadre, c'est l'heure plus les petites minutes supplémentaires. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Jacques Buono pour conclure. Eh bien, merci à Isabelle Loire et merci à Jean-Jéric pour leur intervention. Et merci à Isabelle Loire de ce punch qu'on lui a vu déployer. Quel dynamisme qui est entraînant et qui est intéressant. Moi, je conclus que probablement, c'est un message d'espoir. La FQP PACA est une association, sinon une entreprise libérée. Elle est quasiment libérée. Et c'est un message intéressant. Vis-à-vis de nos participants, deux messages. Premièrement, merci à vous de répondre à l'évaluation de ce webinaire. C'est grâce à vos évaluations que nous nous améliorons et que nous sommes chaque fois de mieux en mieux en prise avec vos besoins et vos attentes. Donc, merci d'y répondre. Dans le cadre de ce questionnement, de cette évaluation, vous pourrez, si vous le désirez, demander le replay, l'enregistrement de ce webinaire pour pouvoir étudier à loisir les arcanes de l'entreprise libérée. Ensuite, deuxième invitation, la semaine prochaine, nous avons un webinaire le 28 prochain sur le management par la confiance, donc une thématique, un sujet qui est tout à fait en lien, tout à fait en prise avec ce que nous avons entendu aujourd'hui sur l'entreprise libérée. Nous sommes dans la continuité. J'espère que vous retrouvez nombreux la semaine prochaine et aussi intéressés qu'aujourd'hui par l'intervention sur l'entreprise libérée d'Isabelle Loire. Merci à tous, bonne journée et à bientôt sur nos lignes. Merci beaucoup.